tous une histoire, on est tous dans le cadre de ce que j'ai appelé mon Algérie à moi, on a tous une histoire algérienne, on a tous une part d'Algérie. Et c'est vrai qu'au travers de votre livre qu'on va évoquer ce matin, Monsieur Frankel, merci, merci d'être avec nous. Je découvre, alors c'est pas que les filles s'intéressent pas au football, mais je découvre une partie de l'histoire de l'immigration ou de l'histoire du football ou de l'histoire du football des immigrés, comme vous l'écrivez, dans un livre qui est paru il y a quelques mois de ça, aux éditions Artois, Presse Université. Comment vous est venue l'idée de ce livre? Je vous rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, que vous vous intéressez à l'histoire du sport. Oui, tout à fait. Déjà, merci pour votre invitation. Je me suis intéressé à l'histoire des footballeurs professionnels algériens. C'est venu un petit peu comme une évidence pour moi qui ai été élevé par une nourrice marocaine. Donc, j'avais déjà cette fibre un petit peu Maghreb friendly. Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte de l'existence notamment de l'équipe du FLN, du Front de Libération Nationale, qui a été la première équipe nationale algérienne 4 ans avant l'indépendance. Je ne savais pas encore que j'allais rencontrer la quasi-intégralité des survivants de cette équipe du FLN pendant mes recherches. Je me suis aussi rendu compte, moi qui m'intéressais à l'histoire du football, l'histoire de l'Afrique et de plus en plus à l'histoire de l'Algérie, qu'il y avait des joueurs à l'époque coloniale qui travaillaient en France. Et je ne savais pas que dans les années en 1957, il y avait 40 footballeurs professionnels algériens, donc de confession de famille musulmane, qui évoluaient dans le championnat de France de première et de seconde division. Et donc, j'ai décidé progressivement de m'intéresser à ce sujet, à cette histoire méconnue, une histoire des élites sportives. Alors, on pourrait faire l'histoire des médecins qui pourraient aussi, appartenir à une forme d'élite, ou l'histoire des artistes qui a déjà été faite, ou l'histoire politique qu'on connaît bien, l'histoire politique des Algériens en France, mais l'histoire sportive, beaucoup moins. Et effectivement, ça m'a intéressé. Donc, j'ai été en Algérie, aussi en France, retrouver le maximum d'anciens footballeurs professionnels que je pouvais. Donc en Algérie, je vous passe tous les détails, mais j'y suis resté 4 mois, ça a été formidable, et j'ai retrouvé au total une soixantaine d'anciens joueurs, toutes générations confondues. Le plus vieux avait joué au Havre en 1937, imaginez-vous, je l'ai rencontré presque 70 ans après son exercice professionnel, en 2006, c'était à Oran. Et le plus jeune, c'était Jamel Belmadi, qui était alors footballeur professionnel à Valenciennes. Et recoupé avec des archives, notamment, et je pense que ça va vous parler, de l'Amicale des Algériens en Europe, puisque l'Amicale a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de ces footballeurs immigrés, notamment du côté d'Alger, avec la sélection des immigrés, qui était une sélection qu'on appelait la sélection des immigrés, la sélection des beurs, aussi la sélection des beurs, et qui venait faire des matchs de gala en Algérie, avec un personnage central dans cette histoire, en tout cas de l'Amicale, qui était Nadir Bendrama, qui a structuré cette équipe, précédé par Ali Ben Fada, au sein de l'Amicale, et qui a envoyé des joueurs des beurs en fait, vers l'Algérie, et qui ont été reconnus progressivement par Alger, par la FAF, la Fédération algérienne, et qui sont partis jouer, ensuite en équipe nationale. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est que l'Algérie a été un des premiers pays à utiliser les binationaux dans son effectif de joueurs pour représenter les Verts, les Fennecs, l'équipe nationale. Et ces binationaux, donc l'Algérie a été précoce en fait dans cette stratégie de recrutement de joueurs professionnels. Et aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, ils composent la majorité de l'effectif de l'équipe nationale. Et donc voilà, donc j'ai voulu travailler aussi à la lumière des recherches de quelqu'un que vous connaissez certainement qui s'appelle Abdelmalek Sayad, le grand sociologue algérien qui parle de double domination, de double absence, qui m'a amené à découvrir ce qu'avait écrit Sayad et, et à essayer de m'intéresser, à essayer de voir s'il y avait des liens avec le monde du football professionnel. D'autant plus que Sayad a écrit un article fondateur qui s'appelle Les 3 âges de l'immigration algérienne en France, que j'ai essayé de retrouver en fait dans mon ouvrage avec 3 grandes générations de joueurs. Les migrants sportifs, ceux qui quittent un club algérien pour un club français, notamment la génération Mekloufi, la première génération, les migrants familiaux, ceux qui naissent en Algérie mais qui grandissent en France et qui sont formés dans les clubs de football français, et enfin les joueurs nés en France, troisième génération, ceux qui aujourd'hui dominent dominent en fait, qui sont de plus en plus présents dans les clubs français et les clubs européens et les clubs même du monde entier au Qatar, et aussi qui sont de plus en plus présents dans l'équipe nationale algérienne.
D'ailleurs, sur la qualification des joueurs qu'on dit aujourd'hui binationaux, des fois, on est un petit peu, les médias sont même des fois un peu gênés aux entournures parce qu'ils ne savent pas s'il faut dire joueur français d'origine maghrébine, joueur algérien, en fonction du territoire et de la compétition dans laquelle il évolue, les joueurs évoluent, pose effectivement problème sur l'identité ou l'identification. Tout à fait, en fonction du territoire, mais aussi en fonction de leurs résultats, de leur réussite sportive. Et on voit bien que quand ils gagnent, tous ces joueurs immigrés deviennent des Algériens patriotes et autres, reconnus par la nation. On oublie leurs histoires, qu'ils ne savent pas vraiment bien parler l'arabe, que parfois ils ont un rapport plutôt lointain à la religion. Certains qu'ils peuvent aussi, comment dire, avoir des tatouages, des tenues vestimentaires un peu transgressives. On oublie tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra à partir du moment où ils perdront. Oui. Et on voit bien le rapport complexe qu'a l'Algérie, Alger, avec son émigration et son rapport à l'immigration, puisque en fait, on voit bien là le mythe en fait de libération, c'est le mythe des Moudjahidines, mais on oublie l'importance de l'immigration algérienne dans la quête de l'Algérie pour son indépendance. Donc il y a eu une réécriture aussi un petit peu de l'histoire a posteriori, après 62, et un rapport complexe et ambigu avec les immigrés qui sont souvent jalousés et qui, notamment car dans les années 70, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait la politique de réinsertion sélective des immigrés algériens en Algérie, notamment dans un pays en plein développement industriel, avec des places réservées, avec des logements réservés. Et ça a aussi suscité une grande jalousie. Pour la plupart de ces immigrés qui sont revenus et leur famille, ça a été un choc de revenir au pays. Ça a été un échec. Et puis, dès qu'ils ont pu, ils sont rentrés dans l'ex-métropole. En fait, le livre au travers duquel vous retracez le parcours des footballeurs algériens qui évoluent dans l'Hexagone depuis l'époque coloniale, c'est ni plus ni moins vraisemblablement, vous qui êtes historien du sport, c'est ni plus ni moins un prétexte pour parler de la question de l'immigration, d'intégration et du passé colonial et de ces relations. Je veux dire, Benjamin Stora parlait de relations de passion douloureuse entre la France et l'Algérie. Bah, tout à fait. Donc ce travail s'inspire, je vous l'ai dit, des travaux de Sayad, évidemment de Benjamin Stora, qui est cité au moins une centaine de fois dans l'ouvrage. En fait, c'est au travers du sport, à travers le prétexte du sport, de parler de tous ces joueurs, mais en même temps, au-delà, si on prend un peu de recul, c'est parler des relations passionnelles et passionnantes entre la France et l'Algérie. C'est parler d'immigration, d'intégration, de mythe aussi de l'intégration par le sport, du racisme. C'est parler aussi d'amour, c'est une histoire d'amour. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont pu, comme leurs homologues immigrés algériens, comme des ouvriers, qui ont parfois rencontré l'amour. C'est aussi une histoire de guerre, c'est une histoire d'ambiguïté, de sang, puisqu'il y a quand même plusieurs chapitres sur le lien entre sport et guerre d'Algérie, entre sport enfin, en tout cas, j'évoque aussi la décennie noire. Mais c'est surtout cette histoire, moi, qu'il faut retenir, c'est l'idée de rendre hommage à ces joueurs méconnus qui ont contribué aussi au rayonnement du football français depuis 1932. Je répète, depuis 1932, il y a eu au minimum plus de 500 joueurs qui ont joué dans le championnat de France de première et de seconde division. Il y a eu à l'époque coloniale, avant 62, une dizaine d'internationaux, dont les plus célèbres étaient Mustapha Zitouni, était Ben Tifour qui jouait à Monaco et à Nice également, était Rachid Mekloufi, le prodige de Saint-Étienne, était Abderrahmane Ibrir, le gardien de but de l'équipe de France qui a mis à la porte René Vignal et Julien Daroui. Il y a eu le premier, c'est Ali Benouna qui vient de Chlef, anciennement Orléansville. Dès 1936, il y a eu le fils du caïd algérien Abdelkader Ben Bouali qui venait d'une bonne famille de la noblesse algéroise. Donc voilà, il y a toute cette histoire. En fait, le sport est un formidable moyen de parler d'autre chose, tout en parlant du sport, évidemment, d'une élite sportive. On peut parler de ces relations tendues et aussi de ces relations de rapprochement, en fait, parce qu'à l'échelle citoyenne, à l'échelle des joueurs que j'ai retrouvés, il y a quand même malgré tout une grande hospitalité vis-à-vis déjà du chercheur que je suis et aussi vis-à-vis de leurs souvenirs de la France. N'oublions pas, et je l'ai dit le 11 juillet aux côtés de Benjamin Stora à l'Hôtel de Ville et de Tramor Kemener de Paris, là, lors du Maghreb Orient de Livres, n'oublions pas que la métropole, en fait, est une expérience émancipatrice, tout comme pour les ouvriers, même s'ils sont
exploiter. En fait, il y a une telle différence de potentiel entre leur niveau de vie dans la société de départ et dans la société d'accueil que la métropole est une expérience formidable, fondatrice. Mais dans le cadre du football, une élite encore plus, je dirais, serrée, resserrée, encore plus rémunératrice, encore plus médiatisée. Le fait de se libérer de ces chaînes coloniales par le sport, en fait, c'est encore plus flagrant. Mekloufi le dit, et les autres aussi que j'ai rencontrés, hein, j'en ai rencontré une trentaine de joueurs de l'époque coloniale. C'est en France qu'on a appris, en fait, qu'on nous a dit monsieur pour la première fois. C'est en France qu'on a pu fréquenter des Françaises, des femmes européennes. C'était Ils sont complètement. souvent mariés d'ailleurs. Ça a Oui, souvent été l'occasion de mariages mixtes. Ouais. tout à fait. Je rappelle que, en gros, la moitié des joueurs de l'équipe du FLN se sont mariés avec des femmes françaises et des femmes courageuses, des femmes jeunes. Je pense à des Catherine Bentifour, à des Monique Roy, à des Monique Defnoun et autres. Ce sont des femmes qui ont tout quitté à l'âge de 20 ans, 22 ans. Alors, au-delà du fait qu'elles soient mariées avec un Algérien, ce qui était souvent assez compliqué vis-à-vis de leur propre famille, euh, elles ont tout quitté pour partir à l'inconnu, pour aller rejoindre cette cause. Et ce sont des femmes qui souvent n'ont pas été reconnues à leur juste valeur par l'Algérie, souvent quand leurs maris sont décédés également. Elles ont été aussi mises de côté, il faut le dire. Et c'est vrai que je dis, vous citez Ali Bennouna, qui est l'ancêtre sans doute de ce football des immigrés. Entre Bennouna et Zidane, il y a un monde. On pourrait dire qu'effectivement, ils appartiennent à un collectif, ils ont une histoire commune, mais l'émancipation, la quête d'émancipation telle que Ali Bennouna, par exemple, l'imaginer, la démarche de Bennouna et la démarche de Zidane sont très, très éloignées. Il y a un monde, en fait, leur environnement de travail et leur environnement même de vie, en fait, la situation géopolitique, le fait que l'Algérie soit devenue indépendante, le fait que les salaires aient explosé, le fait qu'ils soient beaucoup mieux défendus par des agents et des agents sportifs, hein, une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, le fait que leurs droits soient davantage reconnus, le fait qu'il y ait une diversification aussi des zones de travail, on ne va plus maintenant seulement travailler dans l'ex-métropole. Il y a un monde, mais je vais même vous dire, entre Zidane et Benzema, il y a aussi un monde en 20 ans. Alors, pour toutes ces raisons que je viens de donner, notamment l'évolution des salaires, même si Zidane, à l'époque, en 2002, il était considéré comme le plus gros transfert à 500 millions d'euros. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les questions religieuses ont ressurgi avec Benzema, avec Ribéry, avec la question des conversions. Là encore, 20 ans après, il y a un monde, il y a une continuité, mais il y a aussi des différences sur lesquelles je me suis longuement attardé à travers les 12 chapitres de mon ouvrage. Les immigrés du football sont à un moment forcément rappelés à leurs origines. C'est-à-dire que je cite souvent l'expression de la citation de Sayad. Un immigré est une force de travail, est avant tout une force de travail révocable à tout moment. Ben, c'est exactement pareil dans le monde du sport. Un immigré, à partir du moment où il n'est plus efficace, donc dans le monde du foot, en gros, où il ne marque plus de but, eh ben, il est révocable, et ben, son contrat s'arrête et il s'en va. Et puis, c'est un renouvellement de l'effectif professionnel. Alors, dans le cas de l'Algérie, les joueurs m'ont dit quand même globalement avoir reçu un très bon accueil dans les clubs français dans lesquels ils avaient évolué, des entraîneurs paternalistes et bienveillants, des dirigeants souvent, comment dire, avec une grande option, une vision mercantile aussi, hein, mercantile des choses. Mais malgré tout, il y a eu un bon accueil. Rares ont été ceux qui ont été discriminés avant 62. Ce qui est surtout arrivé, c'est au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, avec les premiers départs des joueurs de l'équipe du FLN, les joueurs se sentaient de plus en plus surveillés, hein, surtout les bons joueurs de première division. Et après 62, pour certains qui n'étaient pas starifiés comme Mekloufi, l'expérience a tourné court, le retour en France a tourné court. Saïd Amara, Amar Rouaï, Kéroum, Abdelkrim Kéroum, qui jouait dans les clubs de première division à Bordeaux, à Troyes, etc. Et qui était aussi en fin de carrière, un peu plus âgé que Mekloufi, qui lui va longtemps briller à Saint-Etienne et à Bastia. Ces joueurs-là vont vite racheter leur contrat, souvent aidés par la Fédération algérienne de football, pour pouvoir finir leur carrière en Algérie et ensuite structurer le mouvement footballistique algérien. Donc, ils s'assuraient une bien meilleure reconversion, puisque qu'est-ce qu'aurait fait un Algérien dans les années 60 en France dans le monde sportif? C'était quand même la plus grande incertitude, même si
rappelons-le, et ça c'est une époque qui nous paraît assez lointaine, l'entraîneur Kader Firoud, notamment à Nîmes, algérien, marié à une Française, a entraîné plus de 30 ans une équipe de première division, notamment chez les Crocodiles nîmois. Et ça, aujourd'hui, ça nous semblerait en fait incroyable quand on voit que pratiquement pas un entraîneur noir ou maghrébin, à l'exception du Kanak Comboiré, Ouais. n'entraîne en fait dans des clubs de première et de seconde division. Il faut cette histoire qui, elle est structurante, elle est bienveillante, elle est surtout, le propos, c'est que cette histoire ne disparaisse pas avec les témoins que vous évoquez, qui sont prêtés au jeu, en tout cas pour ceux que vous avez pu rencontrer, au jeu des questions-réponses. On va rappeler dans des heures plus récentes, qui m'interpellent moins, Moustapha Daleb, qui a fait les heures magnifiques du Paris Saint-Germain aussi. Vous citez Daleb, qui dans sa biographie dès 1981, quand il était joueur du PSG, disait « Je me suis toujours senti algérien sans qu'il n'y ait de ma part aucune forme d'animosité ou de revanche. » Et moi, c'est plutôt cette question de la double appartenance qui est parfois ambiguë, qui est parfois difficile à vivre en France, mais aussi en Algérie, que j'ai voulu creuser à travers ces 3 générations de football au sein de mon ouvrage publié chez Artois Presse Université, qui connaît jusque-là un certain succès. Oui, ça y est, maintenant il y a eu un réacteur pour la 3e ou 4e réimpression. Et j'ai des projets aussi pour le diffuser aussi du côté algérien. Après cette belle vague de médiatisation dont j'ai été bénéficiaire, ça a été une chance de pouvoir en parler autant de ce travail. L'Algérie aussi s'y intéresse de près. Voilà, donc je continue et normalement en 2022, on va continuer à parler de ce travail aussi en Algérie. Je reviens sur ce match amical France-Algérie de 2001 qui a plutôt laissé une image négative, j'ai l'impression, Ça a laissé une image négative. Alors, dans un contexte très particulier qui était celui juste, ce match a lieu le 6 octobre 2001, on est juste après les attentats du 11 septembre, on est dans une campagne présidentielle qui est très portée sur les questions de sécurité, des renseignements généraux qui, quelques jours avant le match, font fuiter des informations comme quoi il y aurait des problèmes sécuritaires, la peur d'envahissement du terrain, des Kabyles qui sortiraient les drapeaux, peur de... Ah, c'est Kabyle, hein, quand même, ils sont casse-pieds. Et alors, moi, j'y ai consacré mon chapitre 11 de mon ouvrage. Et juste pour information, parce que je ne pense pas qu'on ait le temps de développer vraiment cette thématique, mais ce que je vais vous dire, c'est juste que j'ai eu l'occasion je ne sais pas si vous connaissez l'émission Affaires sensibles sur France Inter avec Fabrice Drouel, qui était une super belle émission. Et on peut déjà la podcaster, qui est spéciale sur le match France-Algérie dans laquelle je suis intervenu, où ils ont fait un récit formidable. Je vous suggère d'aller l'écouter. Alors, on voit ce qui se passe au Stade de France. En fait, c'est sous les médias, enfin sous les feux des projecteurs. Ça c'est mon analyse, l'impossible réconciliation en fait, l'impossible normalisation des relations, et puis des jeunes gens qui ne sont pas violents et qui plutôt vont siffler la Marseillaise, mais c'est aussi un moyen de dire, en sifflant la Marseillaise, en envahissant le terrain, c'est à la fois un message envoyé vers la France qui est de dire reconnaissez-nous en tant que Français, mais je pense aussi que c'est un message envoyé à l'Algérie qui est de dire reconnaissez-nous également en tant qu'Algériens. Nous n'en pouvons plus, quand nous partons l'été, de nous faire traiter de Français, enfin, d'être considérés comme des Algériens de seconde zone. Reconnaissez-nous aussi à notre juste valeur. Mais c'est aussi là la fin du mythe de l'intégration par le sport, qui était notamment porté par la France Black Blamber de 98. C'est aussi en Algérie la colère face à encore une fois cette dégradation de l'image de l'Algérie à l'échelle internationale, mais aussi une compréhension vis-à-vis des sorts de ces immigrés algériens qui, ne nous cachons pas la face, ont moins de chances d'accéder, ça c'est des enquêtes qui l'ont prouvé, notamment celle du Haut Comité à l'intégration en France, ont moins de chances d'accéder aux études supérieures, ont moins de chances de réussir, ont moins de possibilités d'accéder à un logement, un emploi, à des loisirs, à sortir en discothèque. C'était il y a 20 ans. Alors, est-ce que les choses ont changé depuis 20 ans? J'en suis pas si sûr. Je sais qu'il
il y a des joueurs passerelles. Mon livre se veut un livre passerelle, mais il y a des joueurs passerelles aussi qui ont émergé. Il y a eu Nabil Fekir, d'origine algérienne, champion du monde avec la France. Ça a pas, comment dire, peut-être qu'il y a 40 ans, ça aurait été plus complexe, plus ambigu, mais le temps fait son œuvre. Benzema, il n'y a jamais eu autant de maillots de l'équipe de France sortis, donc depuis qu'il est revenu en équipe de France. Donc il y a des joueurs passerelles qui permettent qui sont des vecteurs en fait entre deux communautés nationales. Et il y a eu Zidane à un moment, Benzema aujourd'hui, euh, dans un contexte qui reste aussi différent, puisqu'il y a 20 ans, il y avait quand même beaucoup moins cette question d'islam politique, de radicalisation religieuse, de Daesh. On ne connaissait pas Daesh. On était surpris des attentats d'Al-Qaïda. Euh, on, était, on était dans une France qui était en fin de désindustrialisation. Donc voilà, dans une Algérie où on ne connaissait pas le Irak, dans une Algérie où il n'y avait pas encore ce mouvement citoyen mixte, pacifique, exemplaire qui dure depuis 2 ans, euh, qui, qui lutte contre son propre essoufflement, ce qui n'est pas simple, une société civile qui s'est voulue exemplaire. Mais pour revenir à ce qu'on se disait en off tout à l'heure, ces footballeurs algériens à l'époque coloniale veulent quitter l'Algérie, la fuite des cerveaux en fait s'exerce encore. L'enjeu pour n'importe quel, enfin pour pas n'importe quel, mais pour beaucoup d'Africains, c'est de quitter, en fait, c'est ça qui est flagrant, c'est un aveu d'échec malgré tout, c'est de sortir malgré tout, c'est un titre d'un de mes chapitres, sortir malgré tout, coûte que coûte, il faut sortir du pays. Et ça, c'est un immense aveu d'échec pour les gouvernements africains et nord-africains. C'est que, voilà, c'est une jeunesse désespérée qui est en quête de liberté, que ne lui offre pas, en fait, une société qui est enfermée dans son, de, voilà, c'est une, comment dire, qui est enfermé dans son carcan politico-religieux, traditionnel, et qui ne correspond plus du tout en fait aux réalités vécues par une jeunesse de mieux en mieux éduquée également et de mieux en mieux connectée aux réseaux sociaux, en quête de liberté. Et l'enthousiasme qu'on évoquait, qu'on a connu en 98 sur la victoire de la première Coupe du Monde de l'équipe de France, qu'on nommait d'ailleurs équipe Black Blamber, elle est de façon un miroir de l'immigration en France. C'est la réalité, c'est le reflet d'une société qui se cherche encore, de générations qui n'ont pas encore trouvé leur repère. Oui, mais c'est un miroir déformant. C'était celui qui vous faisait croire que vous pouviez uniquement réussir en tant qu'immigré, soit sur la scène soit sur la scène du sport, soit sur la scène du spectacle. Vous parliez de Debouze tout à l'heure. Donc non, c'est un miroir déformant puisqu'on peut, en gros, pour la première fois, le passé colonial de la France devenait positif. Mais on a vu surtout que les réussites des joueurs de 98 étaient des réussites individuelles et publicitaires. Qu'est-ce que ça a changé pour le commun des mortels? Pour le commun des immigrés, rien, pas grand-chose. Et donc, on a vu surtout cette utopie républicaine, cette hystérie universaliste autour de l'équipe de France Black Blamber, mais on a vu que ça a très vite fait pchit, pour reprendre l'expression chiracienne, et qu'en 2001, il y a eu ce match France-Algérie, en 2002, il y a eu l'échec au premier tour de la France contre le Sénégal, de son premier match. Il y a eu aussi des premières résistances quand on a vu que les joueurs devenaient des hommes sandwich, comme Marcel Desailly, comme des joueurs comme le Kanak Christian Carambeu ne voulait pas chanter la Marseillaise, puisque son grand-père, qui était postier, avait été montré dans les zoos coloniaux, hein, l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Donc, on a vu comment commencer à avoir des premières résistances. Et là, le mythe d'une immigration réussie et parfaite s'est complètement effondré avec Le Pen au second tour en avril 2002. Oui, parce que vous faites référence, donc je rappelle, dans le football des immigrés, vous faites référence à cette histoire en partage entre la France et l'Algérie, mais le football des immigrés, même si on parle beaucoup des Algériens, comme vous l'évoquez, a concerné à un moment ou à un autre et continue à concerner ce qu'on appelait pompeusement avant les colonies. Bien sûr, les joueurs des colonies, on peut parler du Marocain Larbi Ben Barek, la perle noire sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Les joueurs des colonies ça a été de tout temps pour les empires coloniaux français, anglais et portugais,
un formidable réservoir de joueurs pour leur club, mais aussi pour leur équipe nationale. Et ça, je m'y intéresse beaucoup, en fait, depuis presque une vingtaine d'années, finalement, à ces trajectoires de joueurs. Euh, alors, je m'y intéresse beaucoup au sein de mon université, en étant contacté aussi par des jeunes chercheurs français ou africains qui veulent faire des thèses, des masters d'histoire du sport autour de ces sujets qui restent encore, je le dis, largement à défricher. Vous m'autoriserez peut-être deux points que je voudrais aborder avec vous, pardon, si ce n'est pas forcément dans la chronologie. On a évoqué tout à l'heure l'époque, les footballeurs de la Révolution, l'équipe du FLN. Je veux bien qu'en quelques mots, vous résumiez pour les générations qui ne connaissent pas cette histoire, effectivement, ce qui s'est passé avec cette équipe. En 1900, en gros, pendant la guerre d'Algérie, à partir de 1958, on a eu la formation de ce qu'on appelle l'équipe du Front de Libération Nationale. Ce sont des joueurs de football professionnels qui vivaient dans des conditions très confortables en France. Ils avaient souvent rencontré l'amour, d'ailleurs, de femmes françaises qui jouaient à Nice, à Monaco, à Saint-Étienne, qui vont quitter du jour au lendemain leur club, leur travail, leur emploi, la France, pour partir clandestinement via la Suisse et via l'Italie à Tunis, où se trouve la base de l'équipe, où se trouve la base du FLN, à l'appel de la Fédération de France du FLN. Et ils vont former la première équipe nationale algérienne 4 ans avant l'indépendance. Ils vont être rejoints par d'autres footballeurs professionnels en exercice en France. Entre 1958 et 60, il y aura 4 vagues de départ de joueurs. En tout, ils seront une trentaine. Et ils vont aller faire des tournées dans le monde entier, notamment dans les 14 pays, une quinzaine en gros de pays socialistes. Ils vont aller jusqu'en Chine, jusqu'au Vietnam. Ils vont rencontrer Ho Chi Minh. Ils vont rencontrer le général Giap. Ils vont aller dans les pays socialistes, en Yougoslavie. Ils vont faire des tournées aussi voilà, en Roumanie. Et ils vont porter les couleurs de l'équipe nationale algérienne 4 ans avant 62 et recueillir des fonds pour l'Algérie, recueillir des fonds pour le FLN. Ce sont des joueurs qui, il faut le dire, initialement étaient très peu engagés politiquement, même s'ils n'étaient pas insensibles au sort de leurs compatriotes en Algérie, évidemment, puis qu'eux-mêmes avaient subi pendant leur enfance, mais ce n'étaient pas des militants, en fait. Mais ils sont devenus, on va dire, des moudjahidines du football, et ils ont œuvré à leur manière à la reconnaissance à l'échelle internationale de l'indépendance de l'Algérie. Rappelons-le que le contexte géopolitique, le contexte diplomatique a plus fait pour l'indépendance de l'Algérie algérienne que la guerre militaire, puisque sur le plan militaire, ça a bien été prouvé par des historiens français et plein d'autres Américains. L'Algérie n'avait pas remporté en fait cette guerre, ne pouvait pas lutter face aux chars, face aux armes françaises. Ça a bien été une victoire diplomatique de l'Algérie qui a porté son combat à l'ONU. Et puis De Gaulle qui a commencé à comprendre que pour se moderniser, il fallait lâcher en fait certains territoires. Et donc voilà, donc cette équipe du FLN a eu sa part de responsabilité, aussi minime soit-elle, dans la reconnaissance de l'Algérie algérienne. Et ces joueurs, moi j'en ai rencontré 13 sur une trentaine. Je suis le seul d'ailleurs qui a eu la chance de rencontrer autant. Et ça a été de très très belles rencontres avec des joueurs qui, il faut le rappeler, et ça m'a été une grande surprise, n'étaient pas, anti-français. Ça, c'est très important à rappeler à nos auditeurs. Ils étaient contre un système colonial. Et c'est vraiment différent. Puisque, non, ils avaient un amour de la France. Ils étaient éduqués à la française. Ils sont passés par l'école française. Ils ont rencontré des grands entraîneurs français qui les ont formés. Ils ont parfois épousé des Françaises. Donc ça, c'est très important à retenir. Ils n'étaient pas anti-français. Ils étaient contre un système colonial. Et je disais, et francophone, puisque l'échange que vous avez eu, les témoignages que vous avez recueillis se sont faits sans difficulté avec eux, puisque tous sont francophones, voire francophiles. Et francophones, et admirant la France, et à l'image de Joséphine Baker, disant j'ai deux amours, mon pays et Paris, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une fascination pour la métropole qui a continué à s'exercer après 62, disons la vérité, comme les joueurs beaucoup plus jeunes. Une fascination pour l'ex-métropole sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui se trouve dans le livre publié chez Artois Presse Université. Vous œuvrez beaucoup dans le social aussi, vous œuvrez sur le fait que le sport est un vecteur d'émancipation, de communion, et je sais que vous intervenez très régulièrement dans l'univers carcéral. Tout à fait. Alors, via notre association Nouveau Regard Network, qu'on a fondée il y a une dizaine d'années,
Alors, notamment avec des anciens footballeurs professionnels et des champions. Alors, parmi les footballeurs professionnels, je pense à Nasser Guedjoura, ancien joueur de l'USM Alger qui a joué à La Roche-sur-Yon en 84. Je pense aussi à Zahir Kidadouche, qui a eu une carrière plus modeste, lui qui est né en France dans les bidonvilles d'Aubervilliers, et qui est né à Tourcoing, mais qui a grandi dans les bidonvilles d'Aubervilliers, qui est devenu ambassadeur de France. Je ne sais pas si vous voyez le truc, Ouais. ancien footballeur professionnel qui devient ambassadeur de France. On fait des conférences dans les prisons et ça marche bien. Donc, ça nous permet de parler d'immigration, de racisme, d'intégration et on organise des débats citoyens en milieu carcéral. Depuis une dizaine d'années, on en a fait presque 150 dans une quinzaine d'établissements pénitentiaires. Il y a aussi d'autres intervenants. Je pense notamment à Karim Mosta, l'ultramarathonien, Mm. qui a fait 29 fois le marathon des sables, qui vient de faire Casablanca-La Mecque à vélo. Casablanca-La Mecque à vélo, je répète. Euh, je pense à Benjamin Rassa qui fait des documentaires. On projette notamment un documentaire qu'il a fait sur la légende d'Alain Mimoun, un de mes champions préférés, né sous le soleil d'Algérie. Je pense aussi, j'étais à Charleville-Mézières il y a 3 semaines avec quelqu'un qui a pratiquement le même nom que vous, qui s'appelle Samir Arab. Par contre, c'est A-R-A-B. Oui, Samir qui oui. est comédien et qui raconte son parcours, qui raconte sa carrière de jeune comédien. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un jeune comédien, qu'on vient de Roubaix et qui commence sa carrière qui démarre assez fort. Et donc, voilà, donc c'est des parcours de vie. L'histoire, le but, c'est pas de raconter forcément que des réussites, c'est de raconter des échecs, des difficultés, d'essayer d'en débattre avec les détenus. Et ça connaît un franc succès. Hein, et donc, on est très sollicité dans les prisons, dans toutes les prisons. On a fait 15 établissements, il y en a une centaine, mais en tout cas, on va dans toute la France. Je voudrais citer peut-être en conclusion une phrase que je vous pique en préambule de votre livre, donc Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage, qui est paru donc, chez Artois Presse Université. Je cite Camus. Je n'ai connu que dans le sport d'équipe au temps de ma jeunesse cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au match victorieux ou perdu. Vraiment, le peu de morale que j'ai, je l'ai appris sur les terrains de foot et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Le football, vecteur d'émancipation, de communion. D'émancipation et aussi à l'époque coloniale de rencontres communautaires, de liens communautaires, parce que le football des immigrants en Algérie n'a pas commencé avec la communauté musulmane, mais avec la communauté européenne, qui a été ensuite rapatriée après 62, ce qu'on a appelé les pieds noirs. 1 million de personnes qui débarquent sur les ports, notamment de Marseille en 62. Et donc, le football qui était très développé à l'époque coloniale, il y avait des clubs de toute confession Oui. et dans lesquels jouaient aussi des musulmans, il faut le rappeler, dans lesquels, et j'en parle dans mon travail, des joueurs que j'ai rencontrés ont été très bien reçus et ça leur a permis souvent de changer de quartier parfois, d'avoir accès à un emploi, ce qui était exceptionnel, et aussi à de nouvelles habitudes vestimentaires, à de nouveaux loisirs. Donc le football des immigrés, le football a aussi été émancipateur dans l'Algérie coloniale. Ça, c'est important de le dire pour certains joueurs. Et je voudrais aussi vous dire, Samia, que j'ai lancé ma chaîne YouTube d'histoire du sport qui s'appelle Temps de sport, TEMPS, qui est destinée aux passionnés d'histoire du sport, qui est aussi destinée aux étudiants et aux étudiantes qui sont inscrits dans la filière STAPS, la filière universitaire STAPS dans laquelle je travaille. Dernière question, promis. Le livre, votre livre qui est paru récemment, parle du football des immigrés. Ça aurait pu être un autre sport? C'est peut-être une question un peu complexe auquel il est compliqué de répondre en 2-3 minutes, mais Ça aurait pu. Alors, le football était la pratique sportive la plus répandue à l'époque coloniale, même s'il y avait des clubs, notamment en boxe, notamment en natation, qui étaient très développés. Alors, pour travailler sur, on va dire, une élite, professionnelle, ça n'aurait pas pu être un autre sport parce que là, on avait autant un contingent de joueurs très développés sur plusieurs générations, mais j'ai aussi travaillé sur les trajectoires de sportifs pieds noirs, parce que j'ai eu une bourse de l'Académie olympique française il y a 2 ans, et j'ai travaillé sur les sportifs pieds noirs qui ont été aux Jeux olympiques, ce qui m'a permis de rencontrer des anciens athlètes formidables, et là vraiment je le dis avec cœur, formidables, qui ont été rapatriés et qui ont découvert le sport dans l'Algérie coloniale pour la plupart, que ce soit en natation, que ce soit en boxe, que ce soit
dans ce qui sera plus tard le pentathlon moderne. Et en football aussi, vous pouvez citer des joueurs comme William Ayache, et il y a eu beaucoup d'internationaux français qui venaient de l'Algérie coloniale. Avant 62, il y a eu une trentaine d'internationaux issus de l'Algérie coloniale, mais du côté européen, hein, je précise. Donc, il y a encore vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a beaucoup de recherches encore à mener, mais je ne pourrais pas me les mener tout seul. Donc, j'incite toutes celles et ceux qui sont intéressés, qui ont envie de reprendre leurs études ou de poursuivre leurs études en master ou en thèse, de me contacter à l'université d'Artois. D'accord. Et puis je servirai de médiateur